Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision nationale du Burundi. Nous avons préparé pour vous une émission très pertinente à travers laquelle vous allez savoir beaucoup de choses en rapport avec la situation actuelle de l'économie burundaise. Sur ce plateau, nous allons passer en revue des articles de la revue de l'IDEC, Institut de développement économique du Burundi, du premier semestre bien sûr 2016-2017, dernièrement validé entre autres, analyse du fonctionnement du marché de change du Burundi, déterminant de la volatilité du taux de change parallèle au Burundi, ainsi qu'une analyse comparative des processus électoraux dans les pays de l'EAC. Ces analyses ont été effectuées par différents chercheurs dont je vais tout de suite passer à la présentation. D'abord à ma gauche, nous sommes ensemble avec Dr Deo Gendakumana, directeur de l'IDEC. Bonsoir messieurs directeurs, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À droite, nous sommes ensemble aussi avec Dr Salomon Salimana, chercheur professionnel à l'IDEC, chargé du volet planification macroéconomique et finances publiques. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous sommes aussi ensemble avec Dr Ephraim Nyongao, expert conseiller de la direction chargée de la politique monétaire et du marché financier à la BRP. Bienvenue messieurs et bonsoir. Merci madame, bonsoir. Nous sommes aussi ensemble avec Dr Elias Namba, chercheur professionnel chargé du volet gouvernance et développement institutionnel. Bienvenue messieurs et bonsoir. Bonsoir madame, je vous remercie aussi. Merci. Je vais alors m'adresser à monsieur le directeur de l'IDEC. Je veux que vous parliez du statut d'abord de l'IDEC et ses missions principales. Merci beaucoup. L'IDEC est, comme cela se dit, l'Institut de développement économique du Burundi. C'est vrai que en abréviation on dit seulement IDEC, mais quand on parle de l'Institut, en toutes lettres, on ajoute Burundi. Ça a sa signification parce que c'est un institut qui a été créé pour représenter les différentes composantes de la société burundaise. Ceci signifie que dans ces organes de gouvernance, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le Conseil fiduciaire, le comité exécutif, vous retrouvez des représentants de l'administration publique, de la société civile, du secteur privé. Autrement dit, il s'agit d'une association sans but lucratif, c'est le statut juridique de l'IDEC, mais qui représente les différentes composantes de la société burundaise. L'Institut a été créé par ordonnance de juin 1993, mais n'a commencé à travailler qu'en 1996, après avoir signé un accord de financement avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, la CBF. La CBF, c'est en anglais, c'est African Capacity Building Foundation. Mais en français, c'est la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Quelles sont les missions alors de l'IDEC? Bon, l'IDEC a un objectif de réaliser des études qui contiennent des analyses, des réflexions, mais aussi des orientations pour les décideurs en matière économique et sociale. L'IDEC, pour cela, doit faire des études et produire des rapports, mais l'IDEC a aussi une bibliothèque qui est à l'avenue de la Mission, dans l'immeuble Agora, où sont entreposées les productions, les rapports, les revues, mais aussi
des ouvrages qui sont achetés par l'IDEC. Et aujourd'hui, nous avons la chance de travailler avec l'Union européenne qui met à disposition un budget qui permettra de renforcer les capacités de cette bibliothèque en matériel pédagogique et aussi avec des revues, des ouvrages qui permettront à la communauté burundaise de mieux accéder aux connaissances scientifiques en matière économique et sociale. Ok. Vous dites que l'IDEC bénéficie actuellement en contrat de subvention par l'Union européenne. Comment alors l'IDEC peut bénéficier de ce contrat alors que l'Union européenne a refusé actuellement d'accorder des appuis financiers au gouvernement du Burundi? Le financement de l'Union européenne à l'IDEC a commencé avec des négociations qui s'inscrivaient dans le cadre du projet Fabrice, c'est-à-dire facilité budgétaire, facilité d'appui budgétaire au renforcement des capacités pour la croissance économique. C'est un projet qui est géré au ministère des Finances et qui est financé par l'Union européenne et qui comprend un volet appui à la société civile. C'est dans ce cadre que l'IDEC a commencé des négociations qui ont débuté en juillet 2014. Donc ça faisait un temps qu'on a négocié ce financement, et vous comprenez que c'était avant que l'Union européenne décide formellement de ne pas accorder l'appui budgétaire au Burundi. Mais en fait, les négociations ont continué et ont abouti effectivement après cette décision, mais en se basant sur le fait que l'Union européenne avait décidé de suspendre, dans le cadre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, l'appui budgétaire au Burundi, mais continue à appuyer la société burundaise à travers les organisations non gouvernementales. Et c'est à ce titre que l'IDEC a pu bénéficier de cet appui, même après que l'Union européenne ait exprimé cette décision de suspendre l'appui budgétaire au gouvernement burundais. Merci. Docteur Salomon, j'ai essayé de feuilleter votre analyse et dans votre article, vous dites que malgré des mesures prises par l'autorité monétaire, le cours de franc burundais connaît toujours des volatilités et la dépréciation continue. Pourriez-vous nous dire les causes de cette volatilité? Bien, merci. Par rapport à cette question, il faut la situer dans un contexte de tous les facteurs qui peuvent influencer la variation du taux de change, tout simplement la variation de la valeur d'une monnaie. Certes, l'autorité monétaire qui est la Banque centrale prend des mesures de politique monétaire et surtout de politique de change, mais il faudrait reconnaître aussi qu'il y a d'autres facteurs ou d'autres causes qui ne sont pas d'origine monétaire. Donc, dans un premier temps, c'est que les causes de la dépréciation ou de la défluctuation du taux de change peuvent être classées dans deux catégories, les causes d'origine réelle et les causes d'origine monétaire. Maintenant, la Banque centrale a beaucoup de mécanismes pour jouer sur les causes d'origine monétaire, mais il y a des causes d'origine réelle sur lesquelles les mesures de la Banque centrale ne touchent pas directement. Ici, on pourrait parler par exemple du volume des exportations qui pourrait générer des ressources. Ça relève du côté réel, et pour générer ces ressources à partir des exportations, ça peut prendre beaucoup de temps. Ce sont des mesures qui peuvent qui peuvent se prendre sur le moyen et le long terme. Et ça dépend également de la structure de l'économie. Si vous avez une structure
de l'économie où les exploitations découlent des produits de rente. Notamment, par exemple, pour notre cas, il y a les exploitations de café et de thé. Vous comprenez que lorsqu'il y a une volatilité ou lorsqu'il y a des fluctuations, les mesures qu'on peut prendre ne peuvent pas avoir des effets à court terme. Deuxième chose, c'est que lorsque vous avez une économie où le secteur industriel n'est pas très compétitif, vous comprenez que les mesures d'augmentation de la production ne peuvent pas avoir des effets sur le court terme. Ce qui veut dire que l'autorité monétaire, qui est la Banque centrale, prend des mesures sur le côté monétaire qui a ses effets, mais il y a des effets qui découlent du secteur réel qui demandent du temps, qui peut prendre beaucoup de temps pour avoir des effets. Et autre chose, c'est que certes la Banque centrale peut prendre des mesures de politique monétaire, de politique de change, mais les mécanismes d'entrée de devises qui constituent, je dirais, une offre. Parce que le marché de change, il faudrait qu'on le comprenne comme, entre guillemets, comme tout autre marché, où il y a une demande, il y a une offre, et il y a un prix qui détermine les transactions. Donc, lorsque on est dans une situation où il y a une insuffisance de devises, quoi qu'on puisse prendre des mesures de politique monétaire, de politique de change, ce n'est pas évident que ça puisse avoir des effets dans l'immédiat si les flux de devises ne sont pas importants par rapport à la demande. Donc je dirais que le fait que l'autorité monétaire prenne des mesures et que la monnaie continue à se déprécier, ça peut être dû aux causes qui sont d'origine réelle ou d'origine non monétaire. Ici, je dirais, par rapport au flux d'entrée de devises à travers les exploitations, mais aussi au flux de devises qui passent par un certain nombre de canaux. Et cette fois-ci, si ces canaux ne sont pas maîtrisables par la Banque centrale, on comprend très bien que la Banque centrale peut prendre des mesures, mais lorsque la demande reste supérieure à l'offre, la monnaie nationale peut continuer à se déprécier. Ok, merci. Docteur Ephraim, vous êtes ici, vous avez représenté la BRB. Je voudrais savoir comment vous collaborez avec l'Institut de développement économique du Burundi, IDEC. Merci pour la question. La collaboration entre la BRB et l'IDEC, elle ne date pas d'aujourd'hui, parce que déjà la BRB est représentée dans les organes de gouvernance de l'IDEC. Et depuis, je pense, depuis que l'Institut est fonctionnaire. Les chercheurs de l'IDEC, je pense depuis déjà 3 ans, participent régulièrement dans différents travaux de la BRB. Je pense en l'occurrence dans l'analyse et la production du rapport de politique monétaire. Je dois mentionner que ce type de rapport est l'une des innovations assez importantes dans toutes les banques centrales du monde, dans la conduite de la politique monétaire, parce que c'est ce type de rapport qui débouche sur la déclaration de politique monétaire par l'autorité monétaire, laquelle déclaration joue un rôle important dans la prise de décision par les agents économiques et par les investisseurs, parce que c'est ça qui permet d'annoncer quelles sont les futures orientations en matière de taux d'intérêt, par exemple. Et la collaboration entre l'IDEC et la BRB se manifeste aussi depuis récemment dans l'intention de renforcer cette collaboration à travers un projet de mémorandum d'entente entre les deux institutions. Et ce projet qui, je pense, contient vraiment de très grandes orientations dans cette collaboration. Et je dois mentionner que dans les travaux récemment publiés ou validés par l'IDEC, il y a eu certains travaux qui avaient été commandés par la BRB par rapport à la problématique du fonctionnement du marché de change. Vous savez sans doute que c'est l'une des problématiques d'actualité. C'est sur laquelle la BRB met beaucoup d'attention actuellement. Il y a des travaux qui ont été conduits par nous-mêmes, les cadres de la banque, en essayant de regarder l'impact de la volatilité du taux de change sur l'inflation, en essayant de regarder l'impact des chocs exogènes sur l'efficacité de la politique monétaire. Et en plus de cela, il y a donc ces travaux sur le fonctionnement du marché de change, sur les déterminants du taux de change qui ont été confiés à l'IDEC. Au niveau de la BRB actuellement, le volet recherche
et se trouve à un niveau assez appréciable. Mais l'objectif, c'est d'aller vraiment de l'avant en matière de recherche, en matière d'analyse et prévision. Et il y a donc, nous pensons qu'il y aura une très grande collaboration avec l'IDEC sur le volet renforcement des capacités. Donc, pour me résumer, je pense que actuellement, moi-même étant un ancien cadre de l'IDEC, je pense que la collaboration entre les deux instituts se trouve à un niveau appréciable, mais que bien sûr, les deux institutions cherchent à renforcer davantage. Okay. Quelles sont les principales orientations alors de la BRB en matière de la politique monétaire? Bon, bien entendu, la BRB étant l'autorité monétaire, c'est elle qui a exclusivement dans ses attributions la gestion de la politique monétaire. Et donc les principales orientations dans ce domaine, je pourrais les articuler en 3 principaux axes. Premièrement, l'objectif principal de la BRB, c'est de veiller à la stabilité des prix. Et en deuxième lieu, sans préjudice à l'objectif qui précède, la BRB contribue également à la stabilité du système financier. En troisième lieu, tout en veillant à la mise en œuvre des 2 objectifs qui précèdent, la BRB contribue également à la mise en œuvre de politiques économiques propices à la stabilité macroéconomique et au développement économique et harmonieux du pays. Et donc, pour atteindre ces objectifs, il y a des missions spécifiques qui sont assignées à la BRB à travers une loi portant les statuts de la banque. Ces missions sont, entre autres, sans prétendre à une exhaustivité quelconque, c'est de définir et mettre en œuvre la politique monétaire, définir et mettre en œuvre la politique de change, assurer la régulation et supervision des banques, des établissements financiers et des institutions de microfinance, assurer la mission d'émission de la monnaie, c'est-à-dire les pièces et les billets, bien sûr assurer le rôle des 2 trésoriers de l'État, et donc l'ensemble de toutes ces missions qui concourent à la mise en œuvre des objectifs que j'ai définis tout à l'heure. Merci. Je m'adresse maintenant au Dr Senamba, un chercheur professionnel chargé du volet gouvernance. En quoi consiste, monsieur Senamba, votre travail? Pour le premier trimestre, effectivement, j'avais mené une étude sur portant analyse comparative des systèmes électoraux dans les pays de l'East African Community, dans les pays de la communauté est-africaine, comme on dit en français. Alors, tout naturellement, j'ai d'abord fait un état des lieux. Comment les systèmes électoraux de ces différents pays sont, n'est-ce pas, ont fonctionné. Et je m'étais rendu compte que les pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi sont des pays quand même qui ont connu la guerre. La guerre, donc avant Museveni avec le NRM, National Resistance Movement, ou le Rwanda, le Front Patriotique Rwandais, ou le Burundi avec les anciens mouvements armés, n'est-ce pas? Et je m'étais rendu compte que le réflexe hérité de guérilla, n'est-ce pas, avait d'une certaine manière resté. Et c'est comme ça que, même avec une bonne dose de démocratie, avec des élections, n'est-ce pas, il y a eu prédominance d'une sorte de verrouillage de l'espace public, de l'espace politique. Ce qui fait que, même en regardant les résultats des élections, on se rend compte que les partis au pouvoir ont tendance à avoir plus que 70%. Vers le Rwanda, avoisine même 90%. Ce qui fait, or, avec plus de 90%, vous comprendrez qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, la démocratie est en réalité faite de contre-pouvoir. C'est lorsque il y a des gens qui disent autre chose que même le gestionnaire met un peu d'eau dans son vin. Et donc, arrive à faire des décisions à tout le moins les moins mauvaises, faute de solutions idéales qui ne se trouvent pas ici dans ce monde. Ça, c'est un. 2. Quand on voit le Kenya, la Tanzanie, c'est plus ou moins différent. C'est vrai que le Kenya, quand même, a succombé à la prédominance de la violence identitaire
parce que même la mobilisation politique est basée quand même sur les appartenances ethniques. C'est-à-dire qu'il y a débouché sur les violences incroyables qui sont déroulées en 2007-2008. Mais, cela dit, mais quand même il y a moins de verrouillage puisque un ancien opposant peut d'un jour à l'autre gagner les élections moyennant la mobilisation, la mise sur pied des coalitions. Et de même aussi la Tanzanie, bien qu'il y a la prédominance d'un ancien parti unique, CCM, Chama cha Mapinduzi, en français je dirais parti pour la révolution, parti de la révolution. Alors, même là, il y a quand même la présidence du parti-État. Mais cela n'empêche pas qu'un opposant peut quitter le CCM et se présenter aux élections et recueillir plus de 35%. Quand même, c'est important. Ça ne serait pas observable au Rwanda ou en Ouganda. Donc, je me suis rendu compte avec cet état des lieux-là que les systèmes électoraux s'inspirent de ce climat. Pour le premier cas, verrouillage de l'espace politique, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, quand même, une sorte de libéralisation. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai eu comme résultat que le système démocratique importé de l'Occident a du mal à prendre racine, à s'enraciner dans nos pays, puisque quelque part le banc d'essai, ou le seedbed comme on dit en anglais, le seedbed d'Occident est difficile à avoir parce que c'est comme si on a importé un système sans ses racines. Or, ces racines, justement, se puisent justement dans le vécu quotidien des populations et même dans leur culture politique. Par culture politique, entendez le fait que les électeurs, n'est-ce pas, votent suivant leurs convictions. Ici, chez nous, par exemple, dans les pays que je viens de citer, les électeurs ne votent pas nécessairement en fonction de là où se trouvaient leurs intérêts. Et c'est la démocratie qui est quand même biaisée. Voilà. Vous avez dit que la démocratie occidentale est difficile à importer dans la société extra-occidentale. Quelle est votre appréciation alors? C'est vrai, des fois nous disons le modèle de démocratie de facture occidentale. Mais même lorsqu'on creuse, les États-Unis, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas la Suisse. Je te donne l'exemple. C'est par exemple le modèle de démocratie consociationniste suisse qui a inspiré l'accord d'Arusha avec les quotas, détenus par les groupes communautaires A ou B. Donc même en Occident, c'est pas le même modèle comme tel. Mais l'essentiel, c'est que quand même, il y ait la base. La base, c'est quoi? C'est le respect des libertés publiques, en général, et le respect des libertés civiles et politiques en particulier. C'est ça que je dirais comme étant le dénominateur commun. Or, même en Occident, ce dénominateur commun n'a été dégagé qu'au bout de plus de 200 ans. Or, chez nous, nous venons à peine d'entrer dans la danse dans les années 90. Il est donc difficile pour les Africains ou carrément les sociétés extra-occidentales d'affiner ces pratiques, d'affiner cette culture, d'affiner ce fait que les électeurs ne puissent voter qu'en fonction de leurs intérêts. Or, en fonction de leurs intérêts, ça citoyennise les gens deviennent plus citoyens. Les appartenances ethniques et régionales, tout ça tombe. Ce qui fait que finalement, les gens ne voteraient que pour un programme. Or, un programme, si on dit programme éducation, programme conduite de route, programme sécurité, programme ceci, cela, tout le monde s'y retrouve. Et c'est là la base de la citoyenneté, qui n'est pas encore réelle dans nos pays. Ok, merci. Voilà. Merci. Ouais. Maintenant, je tourne vers messieurs le directeur de l'IDEC. L'IDEC est un centre de recherche dans le domaine socio-économique. Quelles sont vos stratégies pour améliorer la situation socio-économique du Burundi? Merci. Les stratégies de l'IDEC sont basées sur d'abord sa façon de travailler. L'IDEC est un centre de recherche, ce que l'on appelle un think tank en anglais.
Ce qui signifie que l'idée qu'elle doit tout mettre en œuvre pour créer un cadre de discussion, d'échange d'idées avec tous les partenaires pour pouvoir arriver à influencer les décideurs de politique, d'où qu'ils viennent, que ce soit de l'administration publique, du secteur privé ou de la société civile. Et la base de cela, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les études qui sont menées par les chercheurs de l'IDEC. L'IDEC doit pouvoir trouver des ressources financières pour financer ses activités. Et l'IDEC doit pouvoir recruter un personnel compétent, des chercheurs bien qualifiés, pour mener des études pertinentes sur les sujets qui préoccupent la situation économique et sociale du Burundi. Si nous voulons collaborer avec la BRB, nous devons avoir des gens qui sont capables de s'exprimer sur les questions que traite la BRB, notamment la politique monétaire. Et pour cela, il nous faut un cadre compétent pour pouvoir y répondre. Si nous voulons aborder la question de la bonne gouvernance, vous savez que c'est une question très importante actuellement dans notre pays. Nous devons trouver un cadre qui puisse aborder ces questions, les discuter avec tous les partenaires, avec des arguments objectifs pour pouvoir sensibiliser les décideurs de politique, mais pour pouvoir aussi arriver à des orientations, des prises de décision qui puissent bénéficier à la bonne gouvernance dans ce pays. Donc, ce sont des stratégies qui sont basées sur les méthodes de travail de l'IDEC pour arriver effectivement à des échanges dans un cadre d'une société pluraliste où vous avez des arguments, des contre-arguments, mais qui finissent par orienter les décideurs politiques de manière positive. Donc vous dites que vous êtes dans le groupe des think tanks. Oui, en fait, le groupe de think tank signifie quoi? Signifie des centres de réflexion qui ne sont pas a priori de l'administration publique ou du secteur privé ou de la société civile, mais des centres, je dirais, indépendants qui ont comme objectif effectivement de servir de cadre de dialogue pour toutes les questions qui pourraient se poser dans le pays. Il y en a qui disent que bon, les think tanks comprennent des gens qui ne trouvent pas leur place dans l'administration publique. C'est peut-être les choses. Ce sont des personnes qui proviennent de tous les milieux, qui peuvent provenir aussi de l'administration publique et qui ont comme mission d'appuyer justement les décideurs de politique pour un meilleur progrès dans l'ensemble des problèmes qui se posent dans le pays. Et l'idée que justement l'un de ces centres, de ces think tanks, comme on le dit. Okay, merci. Docteur Salomon, vous aussi, je crois que vous pourrez apprécier le rôle des think tanks. Qu'est-ce que vous voyez de spécial des think tanks? Merci pour la question. Par rapport à la notion de think tank, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, les think tanks ont un rôle à jouer et je pense qu'aujourd'hui, la communauté des chercheurs ont développé cette approche de think tank. C'est-à-dire quoi? C'est que dans certains pays, l'idée de base, c'est que les think tanks sont des centres de réflexion, constituent des boîtes d'idées, apportent des réponses à certaines questions de façon objective et dans certains cas, selon la nature des think tanks, en fonction, de façon indépendante. Donc si les think tanks participent
à l'amélioration ou à la prise de décision comme centre de réflexion de deux manières. Dans un premier temps, à partir d'une approche de recherche axée sur la demande, c'est-à-dire les institutions publiques, le secteur privé ou toute organisation, quand ils ont une question à débattre, une question qui nécessite une réflexion, ils les approchent en think tank. Et dans ce cas, si la communauté des institutions publiques, des acteurs du secteur privé ou toute autre organisation a des travaux de recherche à faire, si on les fait faire avec un think tank, c'est que le think tank produit des résultats, fait des recommandations, et il appartient cette fois-ci à l'institution qui a demandé de faire la recherche, de voir parmi les recommandations, quelles sont les recommandations que je peux mettre en application, et voir quels sont les effets à moyen terme et quels seront les impacts à long terme. Donc il y a d'abord cette approche de recherche axée sur la demande. Et je pense que l'idée qu'aujourd'hui est rentrée dans cette philosophie, d'autant plus que aujourd'hui, au début de l'exercice, les institutions donnent des thématiques à développer et l'idée amène ces institutions à prioriser les thèmes à faire chaque année. Donc, c'est axé d'abord de la recherche axée sur la demande, on contribue. Le deuxième aspect, le think tank, du think tank comme une communauté de chercheurs, il y a cette approche de recherche appliquée, mais aussi de recherche universitaire, c'est-à-dire la notion de proactivité. C'est-à-dire, dans un centre de recherche, on peut partir d'une question, voilà, voyons qu'aujourd'hui, telle question est préoccupante pour la communauté, ou est préoccupante pour les entreprises, est préoccupante pour les organisations. Maintenant, les chercheurs, dans think tank, peuvent faire une réflexion sans toutefois que ça soit demandé, et cette fois-ci formuler des recommandations, formuler des suggestions, et cette fois-ci pour le secteur ou l'institution concernée peut partir de cette décision. Mais pour que tout cela se réalise, il faut d'abord cette écriture à la recherche. Il faudrait que les institutions, les gens du secteur privé, les organisations de la société civile ou toute autre organisation et cette écriture de recherche dit nous avons besoin de réflexion, nous savons quelles sont les compétences ou quelle est la communauté qu'on peut mettre ensemble, une réflexion des gens d'université, une réflexion des think tanks, et cette fois-ci le think tank contribue en ce sens qu'on fait une réflexion sur des questions du moment, mais pour contribuer il faudrait également l'appropriation des résultats et des recommandations et des suggestions des institutions et des gens du secteur privé de cette société civile. Merci, Monsieur Salomon. Je m'adresse maintenant au docteur Senamba. Vous avez dit beaucoup de choses en rapport avec la situation démocratique dans les pays de l'UAC. Quelles sont vos propositions pour améliorer la situation démocratique dans les pays de l'UAC? Merci beaucoup pour cette question. Mais les recommandations vont précisément dans le sens que mes collègues venaient d'expliciter. Les recommandations que génèrent les think tanks. Parce que les think tanks, leur rôle, je me résume, c'est renforcer les capacités des différentes parties prenantes à une décision quelconque. Ça veut dire qu'en fouillant, en creusant, en analysant, en donnant des recommandations, où il y a des parties prenantes qui sont concernées, pour comprendre qu'on est en train de leur montrer si les choses allaient dans le mieux, quelles sont les décisions les moins mauvaises à prendre. Alors, et dans mon cas d'espèce, lorsque j'ai analysé ces différents contours, les tenants et les aboutissants, des processus électoraux dans les pays de l'East African Community, je me suis rendu compte que si ils pouvaient prendre pour cheval de bataille le respect des libertés publiques. Liberté publique entendait liberté d'expression, liberté de circulation, liberté, tout ça. Et en général, et les droits civils et politiques en particulier. Pas droits civils, politiques. Entendez le droit de voter pour qui l'on veut en fonction de son programme lorsque ses intérêts sont présentés dans ce programme politique-là. Donc, 1, voter pour qui l'on veut. 2, se faire élire. Et je conseillais que
le droit civil et politique. Et politique, là, c'est comme si je donnais l'exemple des femmes, par exemple. Souvent, je dis aux femmes burundaises qu'elles demandent qu'elles puissent avoir plus de 50%. Je leur dis, mais comment voulez-vous demander ce que vous pouvez donner vous-même? Il y a 50%. Plus de 50%, pourquoi pas? Parce qu'en Kirundi, il y a un proverbe qui dit Inera iwegerwa kubgayo yakurubgati. Ça veut dire que vous demandez une portion d'un gros pain que c'est vous qui donnez. Si donc on pouvait savoir ce que signifie les droits civils et politiques, on ne demanderait pas, il faut nous donner ça et ça. On pourrait exiger de par le vote. Donner des recommandations simples, respect des droits civils et politiques. Et si nos concitoyens et concitoyennes pouvaient en être conscients, ça serait jouable dans le court et moyen terme. Okay. Docteur Ephraim Nyongabo, je voudrais est-ce que vous voyez les travaux de l'IDEC satisfaisants à la BRB, bien sûr? Ce qui est bien pour l'IDEC, c'est qu'actuellement, ils sont inscrits dans cette philosophie de recherche axée sur la demande. Ça veut dire qu'ils travaillent sur des thèmes qui sont proposés par des institutions, lesquelles institutions tiennent compte de leurs propres problèmes, de leurs propres préoccupations auxquelles ils veulent apporter des réponses. Et je pense que donc les institutions, du côté de la BRB, les travaux que nous avons soumis, nous sommes contents de la qualité des résultats. Et bien entendu, comme le Dr Samuel a mentionné, il y a des recommandations que l'institution doit pouvoir regarder dans quelle mesure ils sont directement applicables. Donc de ce point de vue, concrètement sur la question du côté de la BRB, nous sommes satisfaits. C'est pourquoi j'ai mentionné que nous voulons continuer à aller de l'avant dans la collaboration avec cette institution. Maintenant, peut-être je peux faire le lien avec l'une des questions que vous avez évoquées à un moment donné. Quelles sont les stratégies de l'IDEC pour améliorer, si je peux dire, une situation économique du pays? Je crois que le rôle en tant qu'expert, c'est de formuler des orientations sur la base de leur expertise, mais il revient évidemment aux institutions qui sont concernées de pouvoir mettre en application ces recommandations. Et du côté de la BRB, et comme je l'ai dit, nous avons la fonction recherche qui est actuellement à un niveau assez avancé, mais bien sûr qui doit être renforcée davantage. Et il y a des résultats, des recommandations qui sont formulées par les chercheurs de la banque, et des recommandations qui sont formulées par les chercheurs de l'IDEC. Nous essayons de mettre tout cela ensemble et voir justement comment mettre cela en application. Et par rapport à cette question précise de perspective économique, même si elle ne m'a pas été explicitement posée, mais je voudrais peut-être dire quelques mots là-dessus parce que ça permet aussi de mettre en relief le rôle ou l'importance des travaux de recherche. Vous savez que, comme je l'ai dit au début, le rôle de la banque, c'est principalement d'assurer la stabilité des prix. En deuxième lieu, et sans préjudice à l'objectif qui précède, d'assurer la stabilité du système financier. En troisième lieu, contribuer à la mise en œuvre de politiques économiques qui sont propices au développement macroéconomique. Et vous savez que notre économie est dans une situation qui n'est pas facile. L'année 2015, l'économie a affiché une décroissance de 4% en moyenne, alors qu'après une décennie où la croissance était de 4,5% en moyenne par an. Vous comprenez que passer d'une décennie de 4% par an à une année de moins 4%, c'est énorme. Évidemment, les perspectives de 2016 sont plus ou moins bonnes par rapport à 2015, mais c'est clair qu'on est encore loin de ce que tout le monde aurait souhaité. Et la BRB, par rapport aux objectifs qui lui sont assignés, que j'ai décrits tout à l'heure, vous savez, quand l'économie baisse, il y a le secteur financier en général et le secteur bancaire en particulier qui est mis en difficulté. Il y a les finances publiques qui sont mises en difficulté. Vous savez, la situation du marché de change, comment elle se présente actuellement, et donc la BRB a dû absorber tous ces chocs. Et c'est énorme. C'est-à-dire, par exemple, il a fallu que la BRB assouplisse les conditions de refinancement du secteur bancaire pour éviter le risque qu'il soit confronté aux problèmes de liquidité. Et la BRB continue de le faire. Il a fallu justement, dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'elle peut faire, essayer de stabiliser le marché d'échange.
Et je pense que ça, c'est un aspect très important que peut-être parfois certaines personnes n'arrivent pas à regarder de façon profonde. Je vous donne un exemple. En 2015, le pays a importé des biens et des services pour un montant équivalent à légèrement plus de 1300 milliards de francs. Et sur lesquels les 1300 milliards, à peu près 80% ont été financés à travers le système bancaire. Ça veut dire essentiellement avec des devises qui sont mises à disposition des importateurs par la Banque centrale à travers les banques commerciales. Cela signifie qu'à part les petites commissions que les banques doivent appliquer, ces importateurs ont eu accès à ces devises au taux de change officiel, et vous ajoutez la marge de 1% qui est autorisée, je dirais même recommandée par la Banque centrale, vous ajoutez les petites commissions des banques, mais on reste autour du taux de change officiel. Et quand vous regardez ce qui se passe actuellement, l'écart entre taux de change officiel et taux de change du marché noir, ça veut dire qu'autrement, nous aurions importé la même quantité de marchandises, mais pour un montant extrêmement plus élevé. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a la conséquence immédiate, c'est que cela devrait se répercuter dans le prix des biens ici sur le marché domestique. Et la deuxième conséquence, vous savez, quand vous prenez la fameuse équation du produit intérieur, nous savons que les importations interviennent en diminution de la valeur du produit intérieur. Concrètement, si la valeur des importations devrait augmenter du fait de la hausse du prix, donc de la hausse du prix, donc la hausse de la devise, l'impact serait l'accroissement de la diminution de notre PIB. Et la conséquence serait le même, c'est l'impact sur le prix. Donc, je crois que ce sont des chocs qui sont assez importants et que si la Banque centrale n'avait pas été en mesure de les absorber, l'effet sur les conditions de vie de tous les jours, au niveau des ménages, mais aussi au niveau global de notre économie, aurait été très important. Aujourd'hui, l'IDEC est entré en collaboration avec l'Union européenne. Est-ce que vous êtes satisfait à la BRB de cette collaboration? Bon, je crois que l'idée qui est un projet soutenu par une organisation internationale comme l'Union européenne fait partie des... Bon, c'est une question à laquelle peut-être notre appréciation ne peut pas être si directe, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la qualité des travaux qui sont faits par l'IDEC et la qualité de la collaboration qui est entre la BRB et l'IDEC. De son point de vue, on ne peut qu'être content que l'Institut continue de fonctionner. Parce que la fonction recherche, au niveau global dans notre pays, n'est pas très développée. En tout cas, elle n'est pas développée jusqu'au niveau où on l'aurait souhaité. Et donc, qu'il y ait une institution qui permette à l'IDEC de continuer de fonctionner, et pour nous, on ne peut qu'être content parce que ça nous permet justement aussi de renforcer cette collaboration, de s'assurer que la fonction recherche, le niveau atteint actuellement à l'IDEC, à la BRB et dans d'autres instituts de recherche comme le CURDES, c'est un niveau assez appréciable, mais qui est dû aux efforts, certes, du gouvernement, parce que c'est ça qui permet aussi de canaliser les appuis de différents partenaires internationaux, mais aussi l'engagement propre des chercheurs, dont tous les collègues qui sont ici font partie, dont je fais moi-même partie. Donc, il faudrait surtout viser à ce que ces avancées en matière de recherche ne soient pas bloquées à un moment donné. Et j'aurais dit en passant, au niveau de la BRB, nous sommes nous-mêmes en train de renforcer la fonction recherche. Et pour renforcer notre dispositif d'analyse et de prévision, il y a le projet de créer une revue scientifique de la banque pour s'occuper vraiment de la politique monétaire, de telle sorte que les décisions de politique monétaire soient basées sur l'évidence. Et donc, il y a un concours de différents acteurs impliqués dans la recherche. En premier lieu, les institutions dans lesquelles ils travaillent. En deuxième lieu, avant tout, les chercheurs eux-mêmes. On peut avoir une institution, s'il n'y a pas les ressources humaines qualifiées, compétentes, comme le directeur l'a mentionné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je pense qu'on est très content de la collaboration et que l'IDEC continue de fonctionner. Ok, merci. À l'IDEC, dernièrement, on a validé sa revue première. Est-ce qu'aujourd'hui, cette revue est disponible? Ces articles sont lesquels qui sont constitutifs? Oui, effectivement, le 31 août 2016, nous avons organisé
un atelier de validation-dissémination de notre revue RIDEC qui a été produite avec l'appui financier de l'Union européenne. Elle comprend des articles qui parlent du taux de change officiel, taux de change informel. Il y avait 2 articles dessus. Il y avait un article aussi sur l'influence de l'union monétaire et du marché commun sur le développement du Burundi, et un article qui compare les systèmes électoraux dans les pays de l'East African Community. Bon, ces articles ont déjà été validés. L'on a déjà soumis ces articles à des lecteurs qui corrigent les fautes de forme, et aujourd'hui nous avons envoyé le document à l'imprimerie. Donc il va bientôt sortir, et nous prévoyons le déposer à notre bibliothèque, comme je vous l'ai dit, mais aussi distribuer des copies physiques à nos partenaires. Donc c'est un travail qui est déjà fait, qui est là. Et nous avons en plus de ces articles qui ont été validés, ce que nous appelons des notes de veille, c'est-à-dire des rapports ponctuels qui sont faits sur base essentiellement des demandes de partenaires qui éprouvent une question urgente sur laquelle il faudrait une base de discussion. Donc c'est un travail qui est fait, et les rapports seront bientôt disponibles. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, nous clôturons notre débat. Nous étions ensemble avec Dr Deo Ngendakumana, directeur de l'IDEC. Merci, monsieur le directeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je pense que c'est un exercice qui commence et qui va continuer. Merci. Le deuxième invité était Dr Salomon Sabima Anna, chercheur professionnel à l'IDEC, chargé bien sûr du volet planification macroéconomique et finances publiques. Je vous souhaite, messieurs, un bon départ de nos studios et je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que l'exercice pourra encore une fois continuer, parce que nous avons un cadre multidisciplinaire et des compétences qui peuvent produire des résultats intéressants. Merci. Nous étions aussi ensemble avec Dr Ephraim Nyongao, expert conseiller de la direction chargée de la politique monétaire et du marché financier à la BRB. Vous aussi, je vous souhaite un bon départ et merci. Merci à vous également, madame. Nous étions aussi ensemble avec Dr Elias Sese Namba, chercheur professionnel chargé du volet gouvernance et développement institutionnel. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation, et je vous souhaite la bienvenue, même à la prochaine fois. Merci infiniment, et je répondrai présent comme je le fais d'habitude pour la grande maison RTNB. Merci. Voilà, c'est ici que prend fin notre débat. Je vous souhaite une bonne suite des programmes. Au revoir.